La loi de l'artificialisation des sols. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet ? Eh bien, tout simplement parce que cela va avoir un impact pour vous en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, puisque vous allez le voir, cette loi réduit la possibilité, évidemment, de construire et ça va notamment flamber le prix du foncier, et vous allez également avoir des contraintes si vous souhaitez construire. Donc, loi très importante à connaître à partir du 1er janvier 2022. Donc, je vais vous expliquer les enjeux, je vais vous l'interpréter également pour que vous puissiez comprendre cette loi. Alors, ce podcast est un petit peu plus long que d'habitude, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Donc, restez bien jusqu'au bout. Réécoutez évidemment ce podcast si vous avez besoin et posez-moi évidemment vos questions. Je sais que vous en aurez puisque évidemment vous êtes très investis dans l'apprentissage aussi des connaissances pour mieux investir, mieux acquérir et mieux faire fructifier votre patrimoine. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? Commençons. Donc, ce podcast est tiré de la note du ministère de la Transition écologique, note du mois de novembre 2021. Et donc, je vais vous la lire et l'interpréter, comme je vous le disais, dans le contexte. Allez, c'est parti. La lutte contre l'artificialisation des sols. Cette lutte, donc, est une réforme prioritaire portée par le gouvernement français. Un engagement a été pris, atteindre le zéro artificialisation nette, la ZAN, en 2050, en s'appuyant sur un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est l'ENAF, dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire à compter, évidemment, du 22 août 2021. Cette trajectoire est à décliner dans le document de planification et d'urbanisme et doit être conciliée avec l'objectif de relance de la construction durable, en particulier dans les territoires où l'offre de logement est insuffisante au regard de la demande. Alors déjà, nous allons nous arrêter quelques instants ensemble pour la définition de l'artificialisation des sols. C'est quoi l'artificialisation des sols ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de construire sur un terrain nu, ce qu'on appelle nu, c'est un terrain, un champ par exemple, sur lequel vous allez construire un bâtiment. C'est ça l'artificialisation des sols à partir du moment donné où l'on va construire dessus. Donc, premier objectif, vous l'avez compris, réduire le rythme des constructions tout simplement, de prendre des terres agricoles par exemple pour construire dessus dans les 10 prochaines années, réduire donc de moitié. Alors, cet objectif, bien sûr, va être décliné dans les différents documents, notamment les documents d'urbanisme et de planification. Nous le verrons un petit peu plus tard. Mais il y a aussi un objectif de construction durable, c'est-à-dire notamment de construire avec des matériaux biosourcés et géosourcés. Bien sûr, je vous ai déjà fait des podcasts dessus et je vais en refaire. Construction durable, ça veut dire aussi réversibilité de votre bâtiment. Ça veut dire un bâtiment de bureau doit devenir un bâtiment de logement et réciproquement. Par exemple, bien sûr, je vous ferai un podcast dédié sur la réversibilité des bâtiments. Voilà, allez, c'est parti, je continue. Alors, pourquoi cette réforme ? Il faut savoir évidemment qu'à l'échelle nationale, entre 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année en moyenne, principalement à destination de l'habitat. Donc, on va aller chercher ce type de foncier pour construire de l'habitation. Donc, évidemment, on a envie de se poser la question aussi, est-ce vraiment utile ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire, évidemment ? La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers augmente plus rapidement que la croissance démographique.
Tous les territoires sont concernés, en particulier les espaces périurbains peu denses, c'est-à-dire les espaces périurbains, c'est autour d'une ville, peu dense, c'est-à-dire de petites villes, des villes évidemment où il y a peu d'habitants. L'artificialisation des sols a des conséquences écologiques, évidemment, on le comprend. Plus on construit, plus on va avoir un impact sur l'environnement et l'environnement naturel, donc notamment sur la biodiversité. Au potentiel également de production agricole, c'est sûr, si on prend des terres, eh bien, on ne peut plus produire dessus pour pouvoir s'alimenter, tout simplement. De stockage de carbone, l'artificialisation des sols augmente les risques naturels en accentuant le ruissellement. C'est pour ça évidemment qu'il y a des dégâts des eaux, des inondations, des catastrophes naturelles, puisqu'évidemment il n'y a plus de végétation pour absorber l'eau. L'artificialisation des sols a aussi des impacts socio-économiques, car lorsque l'étalement urbain n'est pas maîtrisé, cela éloigne les logements des services publics, de l'emploi, cela allonge les déplacements et crée une dépendance à la voiture individuelle. Évidemment, on comprend très bien que plus on construit et si on ne construit pas en hauteur, eh bien la ville s'étale et pour ça, évidemment, il faut faire du trajet pour la vie au quotidien. Une réforme transversale articulant plusieurs enjeux. Alors en effet, nous allons voir maintenant les différents enjeux et vous allez voir justement où vous allez vous placer, vous, en tant qu'investisseur acquéreur, puisque forcément ça a un impact sur vos prochaines acquisitions de biens immobiliers. Les enjeux de la limitation de la consommation d'espace et d'artificialisation des sols doivent être conciliés avec une politique ambitieuse de relance de la construction durable, notamment dans les territoires où l'offre de logements et de surface économique est insuffisante au regard de la demande. L'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050 ne peut donc constituer un prétexte à l'arrêt de tout projet d'aménagement ou de construction. Comprenons bien que, évidemment, la construction ne va pas s'arrêter, mais elle va être raisonnée, raisonnable et maîtrisée. Donc, pas de panique. La trajectoire de réduction de l'artificialisation est à appréhender à l'échelle du document de planification. Toute nouvelle ouverture à l'urbanisation étant à motiver au regard des besoins de logement, de développement économique, des possibilités de densification et de la mobilisation prioritaire des gisements de foncier déjà artificialisés, notamment des friches. Alors, on comprend que nous allons pouvoir construire à partir du moment donné où ça répond aussi à des besoins en face, tout simplement, avec évidemment la dépollution notamment de certaines friches pour les transformer et les utiliser. Ça va éviter également de s'étaler. La densité urbaine doit être optimisée tout en améliorant la qualité du cadre de vie de citoyens afin de concevoir des logements, des surfaces économiques et des espaces publics de qualité. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de paramètres en jeu pour ces nouvelles constructions, la vie de demain. Nous construisons aujourd'hui la vie de demain. Afin de rendre désirable et agréable à vivre les espaces densément urbanisés, les mesures qui renforcent la nature en ville sont encouragées. Donc chaque projet de construction devra avoir une végétalisation évidemment d'un bâtiment. Ça existe d'ailleurs aujourd'hui sous certaines conditions. Et je réaliserai pour vous également un podcast sur la végétalisation des bâtiments. 3 axes de cette nouvelle réforme. Premier axe, c'est la définition et l'observation de l'artificialisation des sols. Donc, comment va-t-on faire ? Je vais vous l'expliquer en plusieurs points. Avec la loi climat et résilience, une définition de l'artificialisation a été introduite dans le Code de l'urbanisme. Cette définition fait référence à l'atteinte aux fonctionnalités des sols
et non plus seulement à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La loi précise également le calcul du zéro artificialisation nette qui s'appréhende comme un bilan surfacique s'appréciant à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme. Donc, observation et nous allons voir parcelle par parcelle ce qui va se passer. Donc, plusieurs outils vont être mis à disposition pour cette observation et suivre cette artificialisation des sols pour développer des stratégies en faveur de la sobriété foncière. Ça, c'est une nouvelle terminologie, évidemment, que nous apprenons grâce à cette note du ministère, la sobriété foncière, c'est-à-dire que nous sommes plus du tout dans l'ère et dans une société de consommation du foncier, nous allons devenir sobres, raisonnables et évidemment durables pour nos enfants. Le portail national donc va être mis à disposition pour collecter des données sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers produites à partir des fichiers fonciers, donc depuis 2019. Il diffusera également des données d'occupation des sols à grande échelle, ce qui va permettre de mesurer et d'avoir une échelle infra-parcellaire, c'est-à-dire à chaque parcelle, pour connaître le flux et le stock d'artificialisation et de disposer d'informations fines sur la couverture et l'usage du sol. C'est justement savoir chaque terrain ce que nous allons en faire. Cette couverture sera complète du territoire national pour mars 2024. D'autres outils vont être mis en place et sont en cours de déploiement pour identifier les gisements fonciers comme Cartofriche et Urban Simul. Bien sûr, je vous en reparlerai ultérieurement. Deuxième axe, c'est planifier, encadrer l'artificialisation des sols. C'est là, bien sûr, que cela devient intéressant et j'espère que vous êtes toujours avec moi pour évidemment ce podcast puisque c'est très important de connaître les deux derniers axes pour vous en tant qu'investisseur. Donc écoutez bien ou si vous devez faire d'autres activités puisque je sais que vous êtes plus habitués à des podcasts de 8 à 10 minutes, prenez le temps évidemment de revenir sur cette écoute. Je continue donc, deuxième axe, c'est une trajectoire territorialisée de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. C'est l'article 194 de la loi Climat et Résilience qui va désormais fixer et décliner à toutes les échelles dans les documents de planification régionaux, puis dans les documents d'urbanisme comme le PLU, celui que vous connaissez le plus, plan local d'urbanisme ou PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, et les SCOT aussi, bien sûr, et des cartes communales. En raison de l'absence dans l'immédiat de données, pour mesurer l'artificialisation des sols, ce sont uniquement les consommations d'espaces agricoles, naturels et forestiers que la loi fait le choix de prendre en compte pour les 10 premières années à compter de l'adoption de la loi du 22 août 2021. Pour concourir à l'atteinte de cette trajectoire, de nouveaux leviers et moyens d'intervention sont donnés aux autorités locales pour encourager, écoutez bien, 1. Le recyclage urbain, comme les friches, décourager l'étalement urbain tout en concevant une densité désirable. Donc, encouragement du recyclage urbain, évitement de l'étalement et concevoir une densité raisonnable, c'est-à-dire des constructions agréables à vivre. Parmi les mesures portées par cette réforme, il y a des axes de planification et d'encadrement avec des critères spécifiques que je vais vous décrire et interpréter. Premier critère, le conditionnement de l'ouverture à l'urbanisation, donc nous n'allons pas pouvoir construire, vous l'avez compris, ce que nous souhaitons, à la justification que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés, dans les PLU et les cartes communales. Ensuite, des dérogations aux règles du PLU
pour favoriser l'intensification urbaine et le recyclage des friches avec des bonus de constructibilité, donc ça c'est plutôt une bonne chose, des mesures en faveur de la nature en ville, c'est-à-dire rendre obligatoire en zone tendue la fixation d'une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans le règlement des PLU, ça veut dire la végétalisation, tout simplement. Renforcer la mise en place des continuités écologiques dans les PLU, identifier des zones de renaturation dans les SCOT et les PLU, faciliter le développement des permis de végétaliser. Ensuite, va être réalisé un inventaire des zones d'activité économique et de nouveaux pouvoirs pour requalifier des zones dans le cadre des projets partenariaux d'aménagement. Donc un inventaire, vous l'avez compris, va être créé dans les zones d'activité pour savoir ce qui va pas, s'il y a des verrues urbaines, comme on dit, eh bien un réaménagement du territoire va être entrepris. C'est un enjeu vraiment majeur, évidemment. Un renforcement des conditions d'implantation des constructions logistiques et commerciales, ainsi que des conditions de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale. Donc, un peu moins peut-être de facilité aussi de créer certaines zones, mais c'est la rationalisation évidemment des terres et du territoire pour notre avenir. Ensuite, le principe d'interdiction des projets commerciaux, artificialisation, les sols. Évidemment, l'idée, pareil, c'est toujours cette rationalité. S'il y a des zones commerciales, l'idée, c'est de garder déjà celles qui fonctionnent, tout simplement, pas d'en construire des nouvelles. Une définition des friches et des mesures favorisant leur recyclage grâce à la conduite d'inventaire et à des procédures administratives facilitées. Ah, ça j'adore évidemment entendre cela lorsqu'il y a des procédures administratives facilitées. Évidemment, nous l'espérons tous, génial. Ensuite, la conduite d'études sur le potentiel de réversibilité des bâtiments avant leur construction et leur démolition. Alors ça, c'est tout à fait un point qui doit vous interpeller, puisqu'en effet, dans la construction des bâtiments, vous allez devoir réfléchir à la réversibilité d'un bâtiment, c'est-à-dire à son changement. Si demain, vous construisez un bâtiment de logement, eh bien, dans 50 ans, puisque c'est le cycle de vie d'un bâtiment, un bâtiment devient très vite obsolète aujourd'hui. On dit que au bout de 10 ans avec nos usages, et on le voit avec évidemment la crise sanitaire actuelle, que les bâtiments deviennent vite obsolètes et donc qu'il faut les recycler aussi. Donc je vous ferai un podcast spécifique bien sûr sur la réversibilité des bâtiments et il faut le prévoir avant sa construction. C'est ce qui va coûter moins cher d'ailleurs aussi pour le construire, ainsi que sa démolition. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant d'ailleurs parce que la note du ministère parle de démolition, mais c'est plutôt la déconstruction en fait qui est incitée, puisque dans la réversibilité d'un bâtiment, on va concevoir un bâtiment pour utiliser les mêmes matériaux sur place et reconstruire le bâtiment d'après. Donc c'est ça évidemment tout l'enjeu, ce qui va avoir un impact évidemment dans votre réflexion d'investisseur et d'acquéreur. Votre réflexion est beaucoup plus longue, en fait, long-termiste sur comment je valorise mon patrimoine immobilier. Justement, je vais le valoriser parce que dans 50 ans, je pense que mon appartement va pouvoir par exemple se transformer en bureau. Je ferai des podcasts évidemment à ce sujet. Je sais que vous avez beaucoup de questions, donc rassurez-vous. Si vous en avez déjà, n'hésitez pas après l'écoute de ce podcast à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ou évidemment Clubhouse. Alors, le dernier axe maintenant, c'est comment accompagner et valoriser les territoires engagés en la faveur de la sobriété foncière. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir évidemment suivre la loi, respecter la loi,
ou faire plus que ce que demande la loi, eh bien vous allez avoir des incitations. Donc écoutez bien jusqu'à la fin. Alors, étant donné qu'il est plus coûteux et complexe de reconstruire la ville sur la ville, plusieurs dispositifs d'accompagnement sont prévus. En effet, dépolluer une friche industrielle, eh bien évidemment ça coûte plus cher. Donc, lorsqu'on va récupérer une terre agricole, si il y a un besoin, eh bien il va y avoir des incitations si on construit correctement dessus. C'est ça l'idée. Alors, tout d'abord, le renforcement de l'ingénierie territoriale. C'est l'extension des missions des établissements publics fonciers, des agences d'urbanisme et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en faveur de la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, vous allez avoir, vous l'avez compris, des établissements publics renforcés sur ce sujet. Des aménagements des dispositifs fiscaux vont être mis en œuvre pour inciter à une plus grande sobriété foncière, notamment la réforme de la taxe d'aménagement et l'abattement de la plus-value immobilière. De très bonnes nouvelles donc. Ensuite, des subventions du plan France Relance sont octroyées pour le recyclage des friches, donc un budget de 650 millions d'euros, et une aide à la relance de la construction durable qui favorise les projets de construction dense, 350 millions d'euros. L'État local est invité à contractualiser avec les collectivités pour accompagner les territoires engagés en faveur de cette sobriété, notamment à travers des PPA, c'est-à-dire des projets de partenariat d'aménagement, et des ORT, des opérations de revitalisation du territoire, dont les portées juridiques sont renforcées par la loi. Ensuite, plusieurs programmes encouragent l'émergence des démonstrateurs territoriaux, comme par exemple un programme ANCT sur les petites centralités, ainsi que la démarche Habiter la France de demain, comme des éco-quartiers, l'atelier des territoires ou l'AMI d'innovation urbaine PIA4 doté de 305 millions d'euros. Écoutez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous savez tout maintenant sur la loi de l'artificialisation des sols et notamment sa lutte. Et j'attends évidemment vos commentaires. Je vous laisse ma question à la fin de ce podcast. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Très bon investissement à vous. Je vous embrasse.